Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle de ma pile à lire du mois de décembre. Donc, traditionnellement, les dernières années, au mois de décembre, je regarde un petit peu les piles à lire que j'ai faites dans les 11 autres mois. Et particulièrement, je relève les livres que je n'ai pas lus, que j'avais dit que j'allais lire. Parce que de façon générale, lorsque je dis que je vais lire un livre, habituellement, je les lis. Peut-être pas nécessairement dans le mois précis, mais au fur et à mesure de l'année, je vais les lire. Cette année, c'est sûr qu'il y avait certaines particularités. La plus grande particularité de l'année, c'est toute l'organisation et les lectures autour du Gala du roman québécois. D'ailleurs, la première année se termine bientôt. Ça va être bien excitant de déterminer les gagnants, les finalistes et de faire le gala. Restez à l'affût, ça va se passer au début 2025. Mais c'est ça, la particularité, c'est j'essayais de lire des livres dont on n'entendait pas vraiment parler. J'essayais aussi de lire des livres qui se démarquent, qui se distinguaient au fur et à mesure de l'année. Et la troisième chose, c'est que parfois nos critères ont changé. Il y a des critères qui ont évolué. Donc, il y a des livres que j'avais mis sur mes piles à lire que finalement, ben, je ne lirai pas ou tu sais que j'ai moins d'intérêt à lire tout de suite maintenant parce qu'ils ne sont plus éligibles au concours, particulièrement tout ce qui a trait avec les premiers tomes de série. Donc, allons voir rapidement. J'ai fait le tour de mes piles à lire de l'année, si j'ai lu ou non tous mes livres. Pour ce qui est de janvier, tout est beau, j'ai lu tout ce que j'ai dit que j'allais lire. Même chose pour février et mars. Ça se complique un tout petit peu en avril, donc Sanac, que je ne possède plus, que j'ai retourné à la bibliothèque parce que je l'avais emprunté beaucoup trop de fois. Donc Sanac, qui est une histoire sur le peuple inuit, que je voulais définitivement vraiment beaucoup lire, mais on dirait que comme ça fitait vraiment jamais dans, je sais pas, dans mon mood et dans mes piles à lire. Donc, je ne pense pas que c'est réaliste de dire, en fait, non, c'est pas je ne pense pas, c'est pas du tout réaliste de dire que je vais lire ça en 2024, donc au mois de décembre, mais je le garde fortement en tête pour 2025. Je vais peut-être me faire une liste de livres à lire en 2025, puis celui-là, je pense que je serais déçue de moi-même si je continue à le repousser, juste pour l'aspect historique, pour ce qu'il représente, et aussi en comparaison avec... Ah, c'est quoi le titre du livre qui a été écrit par un blanc? Le nom m'échappe, mais je l'avais ici, je vais vous le mettre. Donc, en avril, j'ai pas lu Sanac. Je n'ai pas lu non plus Small G de Patricia Highsmith qui parle du sida. C'est ça, la communauté gay de Zurich. C'est vraiment un ouvrage que je veux lire. Encore une fois, je pense pas que c'est réaliste de dire que je vais y aller en décembre, mais définitivement, c'est un ouvrage, c'est ça, que je veux lire, je viens de vous le dire. Puis aussi, c'est un ouvrage que je possède, donc éventuellement, là, élaguer ma pile à lire, mais pour l'instant, pas dans mes priorités. Pour ce qui est du mois de mai, le seul ouvrage que je n'ai pas lu, c'est Sur les ruines de sa vie de Claire Bergeron. Donc, ce livre-là, ça a l'air vraiment intéressant. Un suspense qui se passe en Abitibi, à Amos, en 1929. Il va y avoir 3 logements et un cabinet de dentiste qui vont être la proie des flammes. Et la foule va constater qu'il y a 3 personnes qui sont décédées dans cet incendie-là. On va découvrir les personnages de Aubert et de Euphrosine. Eubert, qui est un personnage chaleureux, avide d'amour et de liberté, alors qu'Euphrosine, sa conjointe, est froide, narcissique et vit uniquement pour parader sa fascinante beauté dans les salons huppés de la ville de Québec. Donc, il y a de lourds secrets qui se cachent dans l'ombre de leur intimité. Ça a l'air vraiment intéressant. Il y avait quand même des bonnes critiques, là. Je ne sais plus où est-ce qu'on en est rendu, mais c'est pourquoi je l'avais mis sur ma palle à ce moment-là. Puis bon, je ne sais pas si actuellement c'est la priorité à suivre. Au mois de juin, l'ouvrage que je n'ai pas lu, c'est Sur les hauteurs du Mont Taureau de Catherine Mavrikakis. Et il me semble que ça parlait d'aide médicale à mourir. Donc, je trouvais ça, ma foi, assez intéressant. Il y a peut-être des ouvrages que je vais tester les premiers chapitres pour voir lesquels que je priorise. Ça me semblait être une prémisse touchante. Donc, c'est pour ça que j'avais mis sur ma pile à lire au mois de juin, mais bon, force admettre que je ne l'ai pas lu depuis. Au mois de juillet, le livre que je n'ai pas lu, c'est L'envers des forêts d'Ariane Gélina. Donc, c'est une autrice que j'avais déjà lue dans un recueil de nouvelles. Puis,
oh, le titre m'échappe de ce recueil à chaque fois. Je vais vous le mettre ici. Ce sont des nouvelles qu'elle a toutes écrites. Donc, c'est pas un recueil avec des autoristes multiples. Par contre, les critiques sont revenues rapidement plutôt négatives. Donc, je l'ai comme mis de côté de façon délibérée en me disant, ben, il y a peut-être peu de chances de gagner le gala, compte tenu que les retours là, sont très froids. Donc, lui, je pense pas non plus l'essayer d'ici la fin de l'année. D'ailleurs, je ne l'ai pas avec moi. En août, il y a 2 ouvrages que je n'ai pas lus, 2 ouvrages historiques que j'ai rapportés. Il y avait Mathilde de, je pense que c'était Céline Savoie, et un choix déchirant d'Éliane Saint-Pierre. J'essaie de me souvenir là, de mémoire. Ce sont 2 ouvrages. Il y en a un qui avait des critiques plutôt mitigées. L'autre, Mathilde, je crois, qui avait quand même des bonnes critiques. Je n'ai lu ni l'un ni l'autre. Je ne sais pas si ça va être réaliste non plus, mais je garde quand même ça dans mon radar parce que, ben, pour le Gala du roman québécois, d'ailleurs, il faudrait que je refasse un petit tour sur toute ma liste puis essayer de me refaire des priorités. Au mois de septembre, j'avais placé L'Étoile de la montagne de Judy Quinn sur ma pile à lire. C'est un livre que j'avais trouvé uniquement en version numérique. J'ai encore vraiment envie de le lire. Je sais pas, j'ai pas vu vraiment de critiques sur ce livre-là. J'avais envie de découvrir de quoi ça parle. Il me semble que la prémisse était assez floue aussi, comme une mère, une fille qui s'en va sur la montagne. Je sais pas trop. J'espère avoir l'occasion d'ici là de au moins le tester parce que on dirait que mon sentiment de curiosité ne sera pas apaisé tant que ce ne sera pas fait. Octobre, ça c'était comme hier. Je n'ai pas lu Congé de Cassie Bérard. Il y a plusieurs personnes qui l'ont lu. Les critiques sont tièdes, je vous dirais. Donc, c'est peut-être pas non plus ma priorité dans le dernier mois de l'année, mais il était très, très court, donc ça pourrait se lire vite si je m'y mets. Je n'ai pas lu non plus L'Esprit du mal c'est comme la suite-ish de L'Exorciste de William P. Blatty. Puis, je voulais vraiment le lire, mais là, on dirait que c'est weird de comme lire une histoire de même dans le temps de Noël, même si je suis vraiment pas une fille qui segmente mes lectures puis qui vit ça par les saisons, mais bon, on verra, mais ça, encore une fois, ce n'est pas la priorité. C'est pas pour rien, là, tu sais, dans le sens que c'est pas pour le Gala du roman québécois, c'est pas pour mes autres obligations, mes clubs de lecture, puis mon travail de jury. Donc, il passe comme en 4e juste pour le fun, lire juste pour le fun. Est-ce que c'est possible? Peut-être. Je vais peut-être le garder pour l'année prochaine. Je vais essayer de me le mettre en priorité pour genre octobre 2025. Ça me crève un peu le cœur. Pour vrai, je suis vraiment curieuse. Oh! Il y avait aussi Les péchés ordinaires d'Hugo Meunier. Ça aussi, c'en est un dont les critiques sont comme étranges. Mon ami Sylvain l'a abandonné. Mon ami Kim vient tout juste de le terminer puis a comme bien apprécié. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je vais peut-être, encore une fois, lui laisser la chance d'un genre de premier chapitre puis me faire une tête sur est-ce que je sens que ça va pouvoir aller plus loin ou non. Mais au préalable, je vous dirais que je suis plutôt tiède moi-même par rapport à cet ouvrage-là. Et ça, c'est complètement judgmental dans le sens que je l'ai pas lu, tu sais. C'est juste ma relation actuelle avec ce livre-là. Peut-être qu'en le lisant, ça pourrait tout changer. On sait pas. Et finalement, au mois de novembre, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 que j'ai pas lu. J'ai lu quand même un peu au mois de novembre, mais j'avais une bonne grosse pile ultra pas réaliste. Donc, je n'ai pas lu Projet Dernière Chance d'Andy Weir, que je voulais lire. Donc, de la science-fiction, je pense qu'on a redécouvert que c'est vraiment dans ma talle. Ça sera pas possible au mois de janvier, mais peut-être après, parce que ça, c'est un autre livre que c'est juste pour le plaisir et non pour un quelconque concept. Il y a Angelou de Vicky Mujinga Kalambay. Lui, c'est quand même un service de presse, donc je le mettrais comme en 3.5 dans l'échelle de priorité. Je voulais vraiment lire en novembre, mais je pense que je vais plutôt y aller en décembre, essayer de le prioriser, parce que c'est ça, j'aime pas faire traîner mes services de presse. C'est pas moi, je le jure, de Bruno Hébert. En fait, lui, j'étais plus ou moins pressée. J'attends que Sylvain ait terminé Annabelle pour qu'on passe au prochain. Donc, je vais peut-être le repousser en janvier, minimalement, celui-là, compte tenu que c'est ça, c'est pas un des projets les plus urgents. J'ai les derniers des Asahi de Alain M. Bergeron,
qui est un roman éligible pour le Gala du roman québécois, qui, ma foi, m'interpelle et m'intéresse et m'intrigue. Donc, je vais peut-être faire l'exercice pour celui-là aussi de lire le premier chapitre, puis voir est-ce que je le continue ou je suis pas certaine, parce qu'il n'y avait pas énormément de critiques sur ce livre-là, donc ça aussi, c'est quelque chose qui me titille. Il y a des ouvrages que... Oh, ces 3 ouvrages-là, je voulais tellement les lire, là. Ça me brise le cœur en ce moment. D'ailleurs, Petite ville de Melika Abdelmoumen vient d'être annoncé qui est nominé pour le prix des collégiens de cette année. Donc ça me donne d'autant plus envie de le lire. Il y a La danse des flamants roses de Yara El Gabdan, qui est une utopie. Je veux tellement lire ça. Ma pile de décembre ne sera pas réaliste. Et Bulle de fantaisie de Sophie Bouchard. J'ai vu quelques personnes le lire, puis ça a l'air bon. Il y a trop de livres en ce moment que je veux lire qui ont l'air bons. En plus de... Tu sais, je vous disais que j'avais des petites obligations, là. J'ai ces 6 livres-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 livres-là à lire pour un prix. Donc, je dois lire ça avant, genre, mi-janvier. Marchand de reflets de Micheline Dandurand. Ça a l'air un petit peu comme fantastique. Lors de soirées retrouvailles, Ange Aimé apprend que son ami Camille est devenu marchand de reflets. À la différence d'un portraitiste pictural, il effectue ses portraits avec les mots, métier exigeant qui consiste à voir l'autre d'un regard libre et ouvert afin d'offrir un reflet juste. Après ces soirées, Ange Aimé s'interroge sur son propre regard. J'avais pas lu le résumé. Il y a celui-là aussi, Alain Couture, L'héritage Jonathan. Le résumé, c'est Jonathan qui vient de perdre son père dans un accident de voiture, mort par hypothermie en tentant de trouver du secours au milieu de la tempête. Quand il apprend la nouvelle, 10 années s'étaient déjà écoulées depuis leur dernier contact. Donc, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas parlé à son père. C'était un mauvais coup du destin car Jacques allait rejoindre son fils au moment de la tragédie. Jonathan a enfin pardonné la faute paternelle, mais trop tard. Suite au décès, il découvre une série d'énigmes laissées par son père. Pourquoi? Pour qui? Il n'en sait rien. Il part à la recherche de réponses sans se douter dans quoi il s'engage. Ça pourrait être intéressant, ça. Il découvre son véritable héritage. Un nouveau défi se présente alors à lui. Sera-t-il accueillir et assumer ses legs particuliers? Peut-être. Ça me donne envie. Ça me donne envie. C'est quelque chose d'un petit peu enquête et tout. On a L'écho du lac Wolf de Ghislaine Vermette. Ça a l'air très summer hein, pour lire ça au mois de novembre. C'est écrit quand même assez gros. Alors, L'écho du lac Wolf semble donner des indices à Annie la tendresse alors qu'elle s'est retirée de sa routine afin de pouvoir cheminer. Elle se réfugie dans un lac au bord du lac Wolf où elle entend des échos qui reflètent ses états d'âme. Celle-ci souffre de dépression à la grande surprise de ses proches. Un professionnel de la santé va lui suggérer des vacances. Elle va aller dans une pourvoirie au bord d'un lac. Pendant son séjour, elle va faire une introspection. Elle va revoir sa vie, identifier ses relations problématiques, puis elle va trouver des pistes pour régler ses problèmes. Est-ce qu'elle va être capable de les appliquer? Est-ce qu'elle va être capable de s'en sortir? Ici, on a un deuxième livre d'Alain Couture, Équinoxe, le jour de l'appel. Ah, je ne sais pas si l'autre aussi, c'était Jacques. Jacques. Donc, c'est-tu le même personnage? Tandis que tout semble parfait dans l'existence de Jacques Dumont, agent immobilier talentueux aux idées originales, une soirée fait basculer son univers. Un simple repas d'affaires provoque sa déchéance. À 49 ans, Jacques retourne vivre chez sa mère. Il entreprend alors de se reconstruire tant sur le plan physique que spirituel. Donner un sens à sa vie, trouver l'amour renoué avec son fils. Ah, là, c'est Jacques qui renoue avec le fils, tandis que... Ah non, ben oui, c'était Jacques qui... C'est Jacques qui renoue avec son fils. Tels sont ses grands défis, même s'il ne sait pas encore. De nombreuses embûches parsèment son chemin, mais Jacques est déterminé. Y parviendra-t-il? Faut-tu que je lise Équinoxe, ça va? Comme ça, s'il meurt, puis là, après, c'est la suite. Je sais pas. Ici, on a Vivace de Dominique Lamontagne, carnet d'autonomie élémentaire. C'est un récit très en verve du quotidien sur 13 mois. 13 mois? D'un artisan fermier qui, avec sa ferme de subsistance, nous montre les avantages de tendre collectivement vers une plus grande autonomie élémentaire. Donc, ça a l'air quand même un peu didactique. Ah, c'est comme en épistolaire. Au début, j'étais comme, il n'y a pas 13 mois dans une année, mais là, je comprends, il a fait ça sur 13 mois. Je suis pas vite, hein? Faut s'excuser. Ça pourrait être bien intéressant. Ici, on a L'impossible mission de Charlotte Rouleau,
de Marie F. Potvin. On a une Montréalaise qui cherche l'amour et le bonheur. Il va y avoir un petit papier rose qui va être sur son balcon, puis elle est expulsée de sa petite vie factice et investie d'une impossible mission. Un tourbillon d'imprévus. Elle va aller en France, puis il va y avoir un crime. C'est plus qu'un roman d'aventure, plus qu'un suspense, pas un polar, pas une histoire d'amour, un mariage culturel de tout ça, malaxé avec un brin d'humour et de folie pour le meilleur et pour le rire. Et celui-là ici, c'est Les traducteurs imaginaires, représentation des traducteurs, traductrices et interprètes dans la littérature québécoise, donc ça a l'air plutôt didactique. Ça nous immerge dans l'univers fictif de la traduction. L'auteur trace le portrait du personnage traducteur dans la littérature québécoise. Puis il y en a 6 autres qui s'en viennent. Donc ça, c'est comme ma priorité 1, parce que ce sont des obligations. 2, ont finalement sorti la liste des rendez-vous du premier roman, section hors Canada. Donc nous, on était sous embargo avec les titres depuis quelques semaines, mais finalement, on peut en parler. Donc, what about time? La liste, elle est ici. Moi, là, j'ai lu un livre actuellement, donc pas tant que ça. Hein? J'ai Le tissu de crin qui est dans mes mains, de Jennifer Kerner. Puis ça, c'est pas trop clair de quoi ça parle. Un beau jeune homme timide qui est mannequin. Son corps est à la disposition de la première d'atelier et des cousettes. On l'habille, on le déshabille, et même à moitié nu, il n'a jamais la sensation d'être regardé. Comment il s'est retrouvé dans cette maison de haute couture parisienne? Il y a un mystère qui va charmer Ida. Ida qui vit seule, mais depuis longtemps, mais Jean la trouble. Est-ce qu'elle peut être encore séduite? Donc, monde du luxe, une sensualité sombre, un roman gothique évoque l'emprise d'une femme de pouvoir sur un jeune homme. Puis pour le plaisir, donc les autres titres, c'est Chimera Obscura, dont j'avais parlé et j'avais beaucoup d'intérêt pour ce livre-là. La poète aux mains noires, on a Fragile de Nicolas Martin que c'était mon top du top dans la sélection, donc ça, je suis vraiment contente. Terre promise, On n'est plus des gens normaux de Justin Morin. Lui aussi, je l'avais mentionné comme quoi j'avais beaucoup d'intérêt. Puis Le nain de Whitechapel de Cyril Anton. Et lui que j'ai lu, c'est Échappé de Manon Junio. Donc, ça, c'est comme pour mi-février. Fait que ça aussi, il va falloir que j'avance pas mal. Sinon, il y a d'autres titres dont je veux vous parler. Voyez comment ça va pas, là, mon affaire. Là. J'ai besoin genre de 12 mois pour lire tout ce que je veux lire. Oh là là. Amiante de Sébastien Dulude, lui aussi a été nominé pour le prix des collégiens de cette année. Il y a eu vraiment une forte publicité autour de ce livre-là lorsqu'il a été publié. Donc, intérêt certainement à le découvrir. J'ai aussi Avide de Myriam Vincent, une autrice, là, ça c'est son 3e roman. Moi, j'ai lu le premier, Furie. J'ai À la maison quelque part. Je me suis procuré, il y a quelqu'un qui s'en départissait. Je l'ai mis quelque part. Ah, c'est le fouillé par ici. Donc, Avide, qui est éligible pour le Gala du roman québécois cette année. Il y a de très bons commentaires, donc je pense que celui-là, je n'aurai pas vraiment le choix de m'y mettre. Si vous avez lu Toute théorie de Paul-Serge Forêt, vous savez que c'était un des ouvrages les plus weird que vous avez lu de votre vie. Et j'ai revu ce commentaire-là sur Porter le masque. Je veux tellement, tellement le découvrir, là, parce que je pense que ça pourrait être un très bon candidat pour de l'originalité parce que c'est la définition du nom de cet auteur-là. On est au Tennessee. Un virus, hein? Of course. Ah oui, c'est ça, il attaque la ponctuation dans les phrases et prive les malades de toute expressivité langagière. Ça, ce serait parfait pour mon amie Karine Minier. Karine de Mon Coin Lecture, là. On parle de langage ici. OK, désolée, là, j'aurais peut-être dû vous le dire. Donc, Thomas, jeune médecin de Bécomo, est confiné dans un motel converti en hôpital où s'entassent des patients de plus en plus mal en point. Il s'ennuie de sa blonde Marguerite, fleuriste alternative. Ce n'est pas avec du sexe virtuel qu'ils vont faire de leur bébé. Parmi ses collègues, des infirmières dévouées aux méthodes inventives, Joe Bassin et Tristan Tabarnak. Ah ben oui, Tabarnak. Soignants volontaires et dangereux illuminés. 5 Marie-Ève, 4 Claude. Tout se complique quand Paul-Serge, ah ben oui, un gestionnaire hospitalier débarque au motel avec ses bras trop longs et sa fausse identité. Certainement. Certainement. Avide, il me semble que ça avait un lien avec l'argent.
avec... ouais, il y a un butin qui est caché dans un parc national, puis elle pense avoir un indice quant à son emplacement. Et avec tout cet argent, elle aura finalement de quoi être heureuse? Non? Petite question. Il y avait aussi celui-là qui était ressorti comme étant un coup de cœur, Les enfants de la colline de Jacinthe Mona Fournier. Ah, il y a quelqu'un qui a écrit dedans. Eh bien, on est à Montréal 1835. Ça a l'air plutôt typique comme livre historique. Oh, ils s'en vont à l'orphelinat. Puis ils vont être séparés, les 4 personnages. Eliane, Dany, Patricia et Florence. Heureusement, l'aînée gardera toujours en tête cette promesse faite à sa mère. Si jamais les enfants de la colline étaient dispersés, elle ferait tout en son pouvoir pour les retrouver. Très touchant. Il y a celui-là aussi qui ressort très, très fort, Poudreuse de Sophie Lalonde-Roux, que je voulais lire là, comme vraiment longtemps. C'est tout petit, je vais essayer de me forcer. Il me semble qu'ici, on est dans un personnage qui va être pris dans une loupe de consommation. Oui, ça a l'air d'un extrait du texte. Mais il me semble que j'avais lu quelque chose à propos de ça. Puis, bon, il y en a encore d'autres. Hein. La leçon d'harmonie de Rémi-Julien Savard, ça me faisait un petit peu penser à Annabelle de Marie Laberge, lorsque je lisais le résumé. Là, une fille qui a toujours vécu, qui a fait de la musique toute sa vie, puis que là, si elle n'en fait plus, qu'est-ce qu'elle est? Il me semble que ça avait un petit lien avec ça. Donc, vous voyez, là, ça ne va pas du tout. Ma pile est énorme et je ne sais plus où me garrocher, mais il va définitivement falloir que j'aille en priorité pour ceux qui sont pressants et ceux qui sont intéressants et ceux qui sont pour le plaisir. Quelque chose comme ça? Voilà, ma pile énorme de décembre, elle n'a jamais été aussi grosse et aussi irréalisable. Vous, quel est le livre que vous devez absolument lire au mois de décembre? Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!